Salut à tous, on se retrouve pour la 4e partie de Nexus Paria. Alors, il y en aura encore une 5e et après je vous ferai une conclusion. Donc, encore 3 vidéos sur Nexus Paria qui, je vous le rappelle, est le lore le plus à jour qu'on peut avoir sur l'univers de Warhammer 40 000, édité directement par Games Workshop en format livre de campagne. Alors, bien sûr, on était sur la rivalité entre Xarek et Imhotech. Eh bien, elle va prendre un tournant bien plus pressant parce que Imhotech va directement attaquer un endroit où il y a un pylône extrêmement puissant qui garde une zone. Donc, il va bien sûr attirer les renforts de Xarek. Et Xarek se dit, bon, Imhotech... Enfin, il se dit, Imhotech, lui, il a les armes pour détruire le pylône. Alors, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent de l'Imperium, parce que l'Imperium n'a réussi qu'à égratigner à peine, même pas ce qui est pylône, parce que c'est beaucoup trop résistant, c'est insondable, on n'a aucune information, et hormis, comme je vous l'ai déjà dit, Belisarius Cawl et l'inquisitrice Draxus, qui a simplement pour l'instant dit qu'elle avait des informations, mais on n'a aucune preuve de ça. Malgré tout, après, dans sa discussion avec Belisarius Cawl, on peut supposer que, bon, elle a réussi à le convaincre. En tout cas, elle agit de son propre chef, étant responsable de l'Inquisition. Elle a l'autorité inquisitoriale qui lui permet de faire fi un petit peu de ce que pense un général. Voilà. Bon, après, elle a quand même l'assentiment de Belisarius Cawl, donc on imagine qu'ils se sont mis d'accord sur certaines choses, et elle va aller attaquer, enfin elle est partie justement attaquer ce pylône. Donc, on a une conjonction entre les forces d'Imhotech qui vont attaquer le pylône, donc les forces de Xarek, où là, cette fois-ci, Xarek se dit « Bon, il faut vraiment que je lutte contre Imhotech. Imhotech est une vraie menace. » Ça, c'est intéressant, c'est qu'il le considère vraiment comme une menace extrêmement importante. Et pourquoi ? Parce qu'il a la particularité, je reviens un petit peu sur Imhotech pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, mais il a une capacité incroyable, même pour un Nécron, même pour Xarek, le roi silencieux, il a une capacité incroyable à analyser les choses et avoir des stratégies qui sont vraiment à une échelle qu'aucun autre combattant ne peut avoir. Hormis, en fait, je réfléchis, je me disais, mais qui peut aller aussi loin ? On va peut-être aller penser à... Je pensais un petit peu à Eldrad Ultran, d'une certaine façon, parce que lui va avoir des plans dans des plans, etc. Peut-être Zinch en personne. Mais en tout cas, Imhotech, clairement, en termes de stratégie et de tactique, il est meilleur que Xarek, et Xarek le sait. Donc Xarek se dit, bon, cette fois-ci, il faut vraiment que j'intervienne. Donc il envoie une grosse force sur cette planète pour essayer de protéger le pylône. Alors, comme l'Imperium, lui, ne fait aucun dommage au pylône, le commandant, il s'appelle le Magos Lundcast. Donc le Magos Lundcast se dit, je vais retirer mes troupes, tout simplement. Je vais pas avoir un rôle très important à jouer. En plus, les Nécrons sont en train de s'auto-annihiler les uns les autres. Eh bien, c'est parfait. On a juste à reculer, on se remet en retrait, on repart en orbite, on les laisse régler leurs conflits internes, et une fois que il y a un gagnant qui émerge, et bien à ce moment-là, nous, on va retourner, attaquer, appuyer sur ce qui reste, et puis essayer justement de s'en débarrasser. Donc, il retourne en orbite, il voit que les Nécrons s'attaquent, voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les forces qui étaient vraiment autour de la défense du pylône, eh bien, elles vont aller contre-attaquer l'insurrection, en fait, d'Imhotech, mais Imhotech est un petit peu plus loin que le pylône. Donc, au final, ça dégarnit un peu les défenses du pylône. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'inquisitrice Draxus qui arrive. Elle arrive avec une force assez efficace, avec de la Deathwatch, des troupes de la terreur martienne, et en fait, elle va attaquer directement le pylône. Et quand elle arrive, elle a l'autorité inquisitoriale, elle a l'autorité de Belisarius Cawl, et elle dit à Lundcast, tu vas retourner au sol et tu vas nous protéger, en fait, créer un cordon de défense tout autour du monolithe pour qu'on puisse justement l'attaquer. Le monolithe, le pylône, enfin voilà. Et bien sûr, Lundcast n'a pas d'autre choix que d'accepter, parce qu'elle a l'autorité, encore une fois, de l'Inquisition et de celle de Belisarius Cawl, et que tous les magos doivent obéir justement à Belisarius Cawl, qui est le représentant de cette croisade. Donc, il va créer en fait un cordon défensif et utiliser tous ces vaisseaux en mode atterrisseur, donc pour avoir une sorte de muret de défense. Draxus, elle, va directement attaquer le pylône. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucune information sur ce qui s'est passé à l'intérieur, quelles sont les horreurs qu'elle a dû affronter, comment elle a réussi à aller à l'intérieur et avoir un effet.
mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va scinder le front des Nécrons. Les Nécrons fidèles à Zarek, ceux qui défendent en fait le pylône, voyant qu'il y a cette incursion, cette fois-ci, ils vont se scinder, ils vont retourner attaquer, enfin protéger en tout cas le pylône, mais bien sûr, comme il y a ce cordon en fait qui est fait par le Mechanicus, comme ils sont pris entre deux feux, d'un côté Imhotep, d'un côté le Mechanicus, ils vont pas réussir à percer. Et donc, ils vont laisser Draxus libre d'agir sur le pylône. Donc, voyant ça, Imhotep décide, lui, de reculer, de retirer ses troupes et de s'enfuir par le seul portail dolmen qui existe. Donc les portails dolmen, c'est, vous imaginez, vraiment des sortes de portes de téléportation, et c'est ce qui permet aux Nécrons d'aller instantanément d'un endroit à l'autre, sans passer par le warp, sans passer par les dangers inhérents au voyage warp, et pouf, les forces d'Imhotep disparaissent. Et juste avec une synchronisation assez troublante, au moment où les forces justement disparaissent, le Magos Lunkest se rend compte que la planète en fait subit des perturbations vraiment extrêmement importantes. Il y a un pic d'énergie qui commence à provenir du pylône, et en fait, il se rend compte que la planète est sur le point de subir des choses cataclysmiques, donc il ordonne à toutes ses forces de repartir en orbite. Alors, bien évidemment, ça va être très compliqué parce qu'il y a encore les Nécrons qui sont là, qui sont en train d'attaquer. Lui-même va réussir in extremis à remonter dans sa navette personnelle et puis repartir en orbite. Et il voit, au moment où il atteint la troposphère, que le pylône s'effondre sur lui-même et se transforme en une singularité. Singularité, vous savez, c'est les trous noirs. Et en fait, ça va exploser et souffler l'ensemble de l'atmosphère de la planète et la craquer, l'ouvrir jusqu'à son noyau. Donc là encore, maintenant, on a souvent des planètes qui sont détruites de cette façon-là. Et donc, l'écorce va s'ouvrir, les continents vont se chambouler, toute l'atmosphère est soufflée. Et bien sûr, il y a des milliards, vraiment des milliards de membres de l'Imperium qui sont laissés sur place parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Alors, on a quand même quelques forces du Mechanicus qui ont réussi à s'enfuir, quelques forces impériales. On ne sait pas ce qui est devenu Draxus. A-t-elle réussi à s'enfuir ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les forces de Nécron, eux, étant donné qu'ils comptaient justement sur le portail dolmen, comme Imhotep s'est enfui avec et qu'il l'a détruit en partant, elles se retrouvent toutes piégées et l'ensemble des forces Nécron fidèles à Zarek se retrouvent éliminés de cette zone-là. Et en fait, on voit une sorte de synergie qui commence à se créer entre Draxus et Imhotep. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que Imhotep profite justement du fait que Draxus vienne attaquer, détruire le pylône pour dire, tiens, je vais en profiter pour détruire une bonne partie des forces de Zarek? Est-ce que c'était prémédité et que c'est justement l'attaque d'Imhotep qui avait pour but d'éloigner les troupes du pylône pour que Draxus puisse venir accomplir son office et qu'au dernier moment, ils se retirent tous bien gentiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Draxus n'a pas pris la peine de prévenir les forces impériales qu'elle allait détruire la planète, on peut le dire comme ça. Attaquer le pylône, certes, oui, mais détruire la planète et éradiquer tout ce qui était présent sur sa surface, ça, elle n'a pas pris la peine de donner un petit message d'alerte en mode évacuer. Alors, est-ce que peut-être... Alors, on nous explique un petit peu, il y a un petit passage quand même sur l'inquisitrice Draxus, on nous dit qu'elle est spécialisée, obsédée, c'est une inquisitrice obsédée sur l'éradication des Nécrons, à tel point qu'elle s'est alliée avec les Eldari, qu'elle a de la technologie Eldari et qu'elle est radicale, c'est-à-dire qu'elle est en mesure et qu'elle a totalement la volonté d'utiliser les armes de l'ennemi contre lui-même, à savoir, on peut supposer, utiliser Imhotep contre Zarek. Zarek, le roi silencieux, peut-être qu'il incarne le pinacle de l'ordre Nécron et qu'elle se dit, si je le fais tomber, après Imhotep, je m'en occuperai un petit peu plus tard, et utilisons Imhotep contre Zarek, ça marche très bien. Donc, il y a cette suspicion qu'il y a une alliance, informelle ou formelle peut-être, entre l'acquisitrice Draxus et Imhotep, mais dans les faits, c'est extrêmement efficace parce que là, on a une bonne partie des défenses de Zarek, qui étaient en plus loyalistes, qui se sont retrouvées volatilisées. Alors ça va avoir différents impacts, parce que un des impacts qui est assez important, c'est que pour toutes les troupes, et c'est là en fait quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup de Nécrons et de familles de Nécrons qui sont... dans le doute. Est-ce qu'on va aller avec Imhotep? Est-ce qu'on va aller avec Zarek?
lequel est le plus puissant, lequel peut peut-être me porter préjudice, ou alors lequel peut au contraire augmenter mes ressources, mes royaumes. Et il y a beaucoup d'une frange comme ça de Necron qui reste dans l'expectative en attendant de regarder qui va gagner peut-être, hein, puis après choisir son camp au dernier moment. Et en fait, là, c'est un coup qui est en faveur d'Imhotep, qui peut rallier en fait certaines dynasties à justement Imhotep plutôt que Zarek. Donc c'est vraiment une belle carte qui a été jouée par Imhotep. Et puis, par contre, bien évidemment, là, on a la matrice nodale qui prend un coup parce que chaque pylône, en fait, est un élément vraiment très important de ce dispositif. La destruction d'un élément va réorganiser la structure. Donc, on a d'autres pylônes qui, de fait, on l'avait déjà vécu sur Cadia. Hein. Sur Cadia, quand vous aviez justement des pylônes qui étaient détruits, Belisarius Cawl avait déduit que chaque pylône, en fait, était en réseau et que forcément, si chacun supportait une somme nominale, en fait, s'il y en avait un qui était détruit, forcément, la valeur était reportée et divisée sur les autres pylônes qui restaient et que forcément, on pouvait arriver à un moment donné où on dépassait le cadre de leur fonctionnement, aussi puissant soit-il. En tout cas, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est on peut détruire les pylônes. L'Imperium peut le faire grâce à Draxus. Et il y a cette alliance entre Imhotep et Draxus, a priori, quitte à sacrifier vraiment des milliards d'êtres humains. Alors, si vous savez, les auteurs, ils aiment bien nous mettre aussi quelques petites histoires avec des personnages pour qu'on puisse s'immerger en fait dans l'histoire et puis voir par les yeux des personnages ce qui est en train de se passer. Donc, on est sur un combat avec le tétrarque, comment il s'appelle? Actomec. Actomec, ça fait un petit peu non orcoïde, mais bon, Actomec, imaginons. En tout cas, lui est en train de lutter contre l'Imperium et il est dans une planète un petit peu marécageuse, un petit peu boueuse. Donc, on nous raconte que, lui, en fait, ça n'a aucun impact sur son corps de tétrarque parce qu'il est extrêmement efficace. Donc, la résistance de la boue, de l'eau, etc. ne lui cause aucun problème. Par contre, il est forcé d'observer que sur les guerriers de base, ils sont un petit peu moins efficaces. Ils fonctionnent peut-être qu'à 80% de leur efficacité. Et en fait, c'est indigne des nécrons, parce que les nécrons ne devraient pas être inefficaces ou moins puissants, parce que simplement, il y a des éléments comme de la boue ou de l'eau. Donc ça, c'est un petit peu le déshonneur. Alors, vous savez d'ailleurs, l'honneur, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la façon de combattre des nécrons, parce que Zarek lui-même, en fait, impose un code de l'honneur. Et même, la plupart des tétrarques sont sur un code d'honneur. Donc, il y a des choses qui ne sont pas prêts à faire. Donc, ils sont prêts peut-être parfois à trahir, etc. Mais il y a des façons de faire la guerre qui ne sont pas autorisées, ou en tout cas qui ne sont pas considérées comme honorables. Et l'honneur, c'est quelque chose d'important. Et là, dans le combat, on sait que alors, le tétrarque, en fait, même s'il ne respecte pas vraiment les humains contre qui il est en train de se battre, il ne va pas descendre ou en tout cas se déshonorer en utilisant des stratégies trop efficaces. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de jouer. C'est comme si vous utilisiez des cheat codes pour combattre contre un adversaire qui est en ligne. Vous dites, non, je vais pas aller m'abaisser jusqu'à utiliser mes cheat codes ou alors cette arme trop puissante parce que c'est déshonorant, je préfère à la loyale montrer ma supériorité. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, il est en train de combattre dans la boue, voilà. Et bon, voilà, ça le gêne un petit peu. Il est obligé de ralentir un petit peu sa marche pour attendre en fait ses guerriers. Mais il voit les humains qui sont retranchés. Et puis il se dit bon, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, mais certainement ils n'opposeront pas une grande résistance. Mais ils sont quand même là, malgré le fait qu'on ait détruit leur infrastructure, malgré le fait qu'ils n'aient pas de soutien orbital, ils réussissent quand même à se terrer et à profiter en fait de l'aspérité du sol, des décombres pour se protéger de certains tirs qui devraient normalement les annihiler. Mais sachant qu'il y a quand même un petit peu un objectif, mine de rien, c'est quand même de s'en débarrasser. On va faire appel, nous, à certains moyens. Donc, en tant que tétrarque, il va appeler justement tout ce qui est appareil, les faucheurs, les moissonneurs, pour appuyer en fait cette attaque. Donc, les appareils arrivent. Bien sûr, les humains l'humanité n'est pas capable de lutter parce qu'on a des appareils qui sont extrêmement rapides, étant donné qu'il n'y a pas d'unité biologique à l'intérieur. Peu importe les jets, la facteur de pression, l'accélération qu'on peut subir, ça peut leur permettre justement de faire des manœuvres qui sont impossibles, même pour des combattants aussi aguerris que des pilotes d'engins. Donc, ça, c'est un atout. Malgré tout,
le tétrarque se rend compte qu'il y a quelques humains qui réussissent malgré tout à peut-être faire pencher un petit peu la balance. Ce sont l'espèce marine. Et voilà, c'est l'occasion de remettre l'espèce marine en avant. Donc, on nous explique que les gardes impériaux eux, se font simplement vaporiser, mais que certains êtres humains, que justement on dénote comme étant l'espèce marine, eh bien, eux réussissent alors avec leur arme un petit peu grossière, à quand même toucher les appareils en vol, voire à en détruire certains avec des armes anti-chars. Et c'est pareil, c'est assez irritant. Et en fait, le tétrarque, il est accompagné de Cryptek, et il sent qu'il y a un Cryptek qui, lui aussi, est très irrité. Parce que ce Cryptek-là, lui, il vient juste de mettre au point une arme assez terrible. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'annihilateur thermogravitique. Et en fait, le problème, c'est que c'est une arme qui est jugée comme déshonorante. Donc, bien sûr, les Cryptek, eux, ne sont pas en fait de ce côté cour royale. Et les Cryptek, c'est juste en fait les scientifiques des Nécrons. Eux, le côté un peu royal avec la noblesse des Nécrons, ça, c'est quelque chose qui les intéresse pas vraiment. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de mettre en application leurs inventions et de voir à quel point elles sont efficaces. Et là, elle est frustrée. Parce qu'on ne peut pas utiliser cette arme-là, donc elle est là, il vient de l'inventer, il aimerait bien la tester, les humains résistent un petit peu, mais bon, on n'a pas le droit de descendre, enfin, en tout cas, le tétrarque n'est pas prêt à descendre à ce niveau-là. Jusqu'au moment où il reçoit une communication. Alors, les communications chez les Nécrons sont instantanées, et en fait, alors il nous décrivent un petit peu la pureté de la communication, contrairement bien sûr à l'Imperium qui doit utiliser les astropathes. C'est un peu compliqué, surtout avec le suspens, c'est-à-dire le Nexus Paria qui annihile en fait les facultés warp, donc c'est inefficace. On a du coup pour l'Imperium des petites frégates rapides qui font des petits sauts de puce pour essayer de transmettre ces informations, mais tout ça c'est extrêmement inefficace, alors qu'on a la beauté quantique des Nécrons qui, eux, peuvent communiquer instantanément en ayant l'ensemble des informations. Et donc, il reçoit une information de la part de Zarek. Et en fait, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il sait que Zarek a décidé de ne plus être honorable avec l'humanité. Il a décidé qu'il fallait éradiquer l'humanité. Et on n'est plus sur un combat d'égal à égal, c'est beaucoup dire, mais où les Nécrons vont considérer l'adversaire de l'Imperium comme étant suffisamment respectable pour qu'on se batte à la loyale. Là, maintenant, c'est juste de la vermine à exterminer parce qu'ils ont agi et ils ont fait quelque chose qui est impardonnable. Donc, là, l'information n'est pas transmise, ça c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais en fait Zarek ne dit pas pourquoi. Zarek dit simplement maintenant éliminer la vermine de l'humanité, quels que soient les moyens, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen du moment que le résultat va être là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il ne dit pas qu'un des pylônes justement a été détruit. Alors peut-être qu'on est justement dans ce jeu politique où la perte d'un pylône signifie une perte de puissance de la part de Zarek et que comme il n'est pas certain que tout le monde soit 100% loyal, quelles que soient les informations, et que peut-être justement, si on apprend qu'il perd un petit peu de pouvoir, et qu'au contraire, Imhotep, c'est lui qui a attaqué en fait le pylône, eh bien, certains des tétrarques vont choisir peut-être de le trahir, donc ils ne donnent pas l'information. Mais en tout cas, l'information est là, et c'est justement le Cryptek qui commence à jubiler parce qu'il va pouvoir utiliser son arme incroyable, l'annihilateur thermogravitique. Et voilà, du coup, le tétrarque donne l'ordre, eh bien oui, tu peux utiliser cette arme-là. Alors, on n'a pas vraiment encore d'informations sur ce qui va se passer, mais en tout cas, on sait que c'est un tournant dans la guerre parce que jusqu'à présent, les Nécrons se battaient avec toute leur supériorité martiale, technologique, la capacité aussi de pouvoir communiquer directement. Ça, c'est quelque chose qui est énorme, hein, parce que chaque commandant impérial se bat tout seul, parce qu'il ne peut pas coordonner ses actions, alors que les Nécrons, au contraire, utilisent des portails dolmens pour se téléporter, envoyer les troupes exactement à l'endroit où il faut, et peuvent communiquer et synergiser leurs efforts. Donc, plus la technologie vraiment très impactante des Nécrons. Là, le fait d'utiliser toutes les armes à leur disposition, bon voilà, on sait que le sort de l'humanité va être clos et le jugement des Nécrons va peser sur eux. Alors la suite de l'histoire, elle est un peu spoilante parce qu'on a une image, et sur cette image, voilà, on a l'ami Vashtor. Donc là, tout de suite, on se dit, ah ok, donc il va y avoir Vashtor. Et en fait, juste en tournant la page, on n'en a pas encore entendu parler, mais c'est vrai que tu dis, ah d'accord,
donc il va y avoir Vashtor, ok. Et en fait, bah, c'est un peu du spoil en fait, donc je trouve ça dommage qu'ils aient mis quand même cette page. Alors en plus, c'est intitulé Erreur fatale, donc vous voyez, il y a quand même une dynamique qui est quand même avec des gros faisceaux de preuves, hein. Attention, le pylône de la matrice nodale est tombé, que va-t-il se passer? Ah bon, on voit Vashtor juste à côté derrière, tu fais... Ok. Bon, ensuite, malgré tout, bon, on va continuer l'histoire. Donc là, on passe sur l'Illuminor Xeras. L'Illuminor Xeras, c'est lui qui est un des plus grands scientifiques Nécron, qui fait justement des recherches. Eh bien, il admire en fait un petit peu ce qui se passe, parce que il est partagé quand même entre deux choses. Il se dit, mais c'est incroyable que on ait pu réduire à néant un pylône. Et d'un autre côté, il est dans le doute, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Et c'est ça qui est important, c'est que même lui ignore en fait le fonctionnement exact des pylônes. Les pylônes, c'est une technologie des anciens qui a été réutilisée et réemployée par les Nécrons, mais d'une façon qui n'avait pas été prévue par les anciens, et eux-mêmes, les Nécrons ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Ils arrivent à peine à comprendre comment ils peuvent dompter ces forces-là, et ils se disent, mais est-ce que les humains se rendent compte de ce qui va se passer si justement ils détruisent les pylônes? Et en fait, lui-même ne le sait pas. Il se dit peut-être que il donne l'image en fait d'un élastique trop tendu qui à un moment donné claque. Et bien peut-être que ça va au contraire accentuer les choses pour le côté chaotique. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant. En plus, on sait depuis le début que la noctilite, c'est à double tranchant, hein. Ça peut être utilisé et pour booster le warp et pour l'annihiler. Donc c'est vraiment dangereux, mais en tout cas, eh bien, il nous explique un petit peu ce qui se passait jusqu'à présent, c'est-à-dire que Zarek, lui, il était très content d'avoir des adversaires comme les humains qui étaient capables de tenir tête à ces légions, parce que peut-être qu'ils faisaient partie aussi de la solution. Depuis que la matrice nodale existe, eh bien, il y a beaucoup de combattants, beaucoup de races qui combattent. On a les orques, on a les Kog'Na, on a les humains aussi, et en fait, ça permet de les mettre aussi à l'épreuve, donc de mettre d'un côté à l'épreuve les forces de Zarek, et de l'autre côté, ces formes biologiques pour savoir laquelle est peut-être la plus pertinente à étudier et à réutiliser pour justement inverser le biotransfert. C'est la volonté de Zarek, c'est la volonté aussi de l'Illuminor Xeras de chercher et d'analyser les choses. Donc, ils étaient dans cette situation un petit peu... voilà, bon, ils nous embêtent un petit peu, mais de toute façon, ils sont incapables de détruire les pylônes. Donc, au contraire, ils font partie de l'expérience qu'on est en train de mener à l'échelle galactique. Et si on peut avoir comme ça des forces qui sortent un petit peu du lot, c'est pas mal, parce que ça nous permet de trier le bon grain et puis de savoir est-ce que cette forme biologique est intéressante. Mais là, il y a eu quelque chose de dramatique, c'est que eh bien, là, la menace a été concrétisée parce qu'un pylône vient d'être détruit. Et l'Illuminor sait que Zarek ne va plus traiter les humains avec ce mélange de dédain et voilà, supériorité en disant « bon, allez, on va le laisser combattre un petit peu, et puis ça nous permet de nous entraîner ». Là, tout a été bouleversé, et bien sûr, maintenant, c'est la foire. C'est la foire parce que tous les cryptech peuvent utiliser l'ensemble de l'arsenal Nécron, et en fait, eux, c'est du pain béni pour eux, parce qu'ils vont pouvoir tester toutes leurs inventions qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser jusqu'à présent. On peut l'imaginer, c'est assez amusant, parce que ça peut faire écho à certains films qu'on a pu voir, peut-être un petit peu l'histoire aussi, l'histoire qu'on a vécue en vrai, et du coup, on le retrouve dans Warhammer 40 000, dans cette partie-là, et ça va être la même chose du côté de l'Imperium. Pourquoi? Parce que, étant donné que les Magos, qui sont partis dans la croisade de Belisarius Cawl, savaient qu'ils allaient affronter bien, quelque chose d'extrêmement technologique, d'extrêmement puissant, eh bien, la plupart se sont dit, on va prendre une petite sécurité, et ils ont sorti de leur arsenal des pièces interdites, des pièces du Moyen-Âge technologique, des trésors de l'Omnimécie que eux-mêmes ne sont pas forcément capables d'utiliser. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils l'ont tous fait en secret. Donc, ils se sont dit, je me laisse ce petit joker au cas où, justement, les abraseurs liminaires de Belisarius Cawl ne fonctionneraient pas. Eh bien, je pourrais peut-être tester, moi aussi, sous couvert de défense, hein, vraiment pour lutter pour l'Omnimécie, hein, utiliser ces petits... appuyer sur le bouton rouge alors qu'on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton rouge. Vous voyez, c'est un peu ça ce qui se passe. Et en fait, on a cette dualité parce que c'est, encore une fois, le cas des deux côtés. Les Nécrons s'autorisent l'utilisation de toutes leurs armes, et
les humains, alors eux, il n'y a pas un décret d'autorisation d'autorité supérieure, mais comme ils sont des bandes un petit peu éparses et que les communications sont difficiles, eh bien, on peut toujours dire « Ah oui, je ne savais pas, non, mais j'ai appuyé sur le bouton rouge parce que je pensais que c'était pour le bien de Domni Messi. » Et voilà. Et donc, vous voyez un petit peu la machination qui commence à se mettre en place. Donc, c'est parti pour les exemples. Alors, on a justement sur la planète de Chériste, hein, qui est encore le cœur de défense de l'Imperium au sein de l'anomalie Néphilim. Eh bien, on a une dynastie qui arrive et qui va utiliser libre cours à ces joujoux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les soldats de l'Imperium qui sont changés en malheureux composantes atomiques. On a certains qui sont transformés en soldats de pierre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Certains qui fusionnent, voilà, qui sont balayés par des nuages hurlants de vent. Enfin, on a tout ce qu'on peut imaginer de choses un petit peu cataclysmiques. Et pour répondre à ça, forcément, les magos, eux aussi, vont utiliser leurs dernières armes. Et puis, en fait, techniquement, ils se savent vaincus devant justement la différence technologique. Donc, autant voir un petit peu ce qu'on a ramené et puis les utiliser. Et quelque chose qui va être vraiment assez important, c'est qu'il y a un artefact qui va être déclenché et qui va créer une bulle de singularité noire, tentaculaire. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est, mais en fait cette bulle va enfler, 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 et dans cette zone noire, tout ce qui est touché va être détruit. On voit simplement qu'il y a ce côté tentaculaire. Donc je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est des entités warp? Est-ce que c'est quelque chose de technologique forcément, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, cette boule de néant, eh bien, tout d'un coup va disparaître et laisser un espace vide sur tout ce qui était compris dans cette sphère. Donc vous voyez une sphère noire qui augmente, qui disparaît et en fait qui détruit sans discrimination aucune tout ce qui avait à la surface. Donc aussi bien les défenseurs impériaux, ceux du Mechanicum, et puis bien sûr aussi les Nécrons et tout ce qui était à l'intérieur, donc les villes, les cités-ruches, la croûte de la planète, tout ce qui était là, et ça provoque en fait des destructions cataclysmiques. Alors, on nous le met là, je vous le redis, on a le Magos Oradi. Le Magos Oradi qui est originaire du monde forge de Metallica. Et le monde forge Metallica est un monde forge qui est condamné parce que Typhus a mené une attaque contre lui. Il a corrompu en fait ce monde forge et ce monde forge a un destin assez court terme d'être détruit. Et en fait, tous les magos de Metallica sont obsédés par ça et cherchent peut-être un moyen de sauver leur monde. Et en fait, on nous remet en avant ce petit magos, donc je vous le signale parce que peut-être que ça peut avoir un impact, je pense que c'est là pour ça, un impact sur le futur du lore. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte parce que sans doute, on va nous reparler de Metallica à un moment donné. Voilà. Donc, lui, il observe ça avec assez d'intérêt parce qu'il se dit, peut-être que si j'apprends à dompter cette force d'annihilation, je pourrais exciser la maladie de ma planète et sauver justement Metallica. Donc eux, ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Alors après, on nous dit que ce qui s'est passé là, eh bien, ce n'est pas du tout un cas isolé et que partout, en fait, dans le Nexus Paria, on va assister à la même chose, à savoir des cryptech qui testent des technologies nouvelles ou des choses qu'ils ont développées depuis longtemps qui n'avaient pas été utilisées depuis la guerre contre les anciens ou pour asservir en fait les Cthans, ce genre de choses. Et puis que les humains, de leur côté, le Mechanicus aussi, se sachant perdus, ils vont souvent aussi utiliser leur dernière carte, à savoir leur Joker. Et donc, on a quelques exemples. Donc, on a l'hyperalambic de Morgrax Fex, qui, en fait, va transformer en gelée aussi bien les humains que les Nécrons. Donc, c'est une sorte alors, ils disent que c'est une épidémie non virale, mais qui peut aussi transformer le métal, et encore le métal vivant des Nécrons, en gelée. Donc voilà, c'est assez intéressant. Après, dans une autre flotte de Nécrons, eh bien, ils ont asservi une étoile, une naine blanche, qu'ils envoient au sein de la flotte impériale pour justement la détruire. Donc ça a créé, évidemment, avec la radiation, avec toute la puissance de cette étoile-là, eh bien, des destructions colossales, mais dans un dernier barreau d'honneur, on a un croiseur de classe Calice, alors que je ne connais pas d'ailleurs, si vous connaissez ce type de vaisseau, je ne connais pas, et qui vient détruire une des ancres de contrôle en fait du Soleil. Et cette étoile, eh bien, va se retrouver sans contrôle, à exploser dans des directions aléatoires et à éradiquer aussi une grande partie des forces des Nécrons qui l'avaient utilisé. Donc on voit vraiment que on a ce côté utiliser des armes cataclysmiques, certes, mais sans contrôle, eh bien cette puissance se retourne contre leur créateur et aussi bien les Nécrons
que l'Imperium, hein, c'est vraiment un double sens, eh bien s'auto-annihile avec cette folie croissante sur l'utilisation d'armes cataclysmiques. Alors, Belisarius Cawl, lui, il voit qu'il y a des choses qui se passent, hein, évidemment, parce qu'il y a des pics d'énergie, des mesures ésotériques, enfin voilà, il se rend compte que certaines choses sont utilisées, mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il ne mesure pas l'ampleur des artefacts qui sont réunis ici. Et en fait, on nous dit que si les Magos se rendaient compte de la quantité incroyable d'artefacts qu'ils ont réunis, eux-mêmes seraient abasourdis. Et en fait, il y a cette impulsion que par un concours de circonstances, tous sont pensés à se dire tiens, on va récupérer cette arme-là, ce petit joker, etc. Alors, du côté de Belisarius Cawl, lui, vous savez, il est toujours en train d'essayer de construire ces abraseurs liminaires qui n'ont pas donné vraiment beaucoup de bons résultats dans les flottes qui étaient chargées de les construire, mais lui-même est en train d'en construire un aussi, et de par sa connaissance qui est sans doute un petit peu plus poussée, eh bien il réussit à corriger les petites choses qui n'allaient pas, et même s'il n'est pas encore efficace, parce qu'il se rend compte que c'est quand même beaucoup plus difficile à réaliser que ce qu'il imaginait, il obtient quand même des résultats qui sont encourageants pour utiliser la force de Nexus Paria, peut-être contre lui, ou en tout cas amoindrir ses effets. Et quand il voit que certains de ses disciples, soi-disant, en tout cas ont utilisé des armes interdite par l'omnimétie, interdite par juste la logique, eh bien, il va donner un décret qui est répandu à travers toute la flotte. On ne doit plus utiliser ces armes-là, ou en tout cas uniquement celles qu'on maîtrise absolument, et en aucun cas sans... on est obligé d'avoir l'autorisation de Belisarius Cawl. Ça doit être validé par Belisarius Cawl avant d'être utilisé. Donc bien sûr, les communications de l'Imperium, je vous en ai déjà parlé, elles sont beaucoup moins efficaces. Et c'était dit, quand il est transmis et quand il arrive à destination, et bien souvent, les magos se disent, bon, de toute façon, je pourrais toujours dire dans un dernier recours que je n'avais pas reçu l'information, ou que c'était le dernier recours et que je l'ai fait pour le bien de l'Onimétie. Donc vous voyez que ça va, cette mesure de Cawl qui est là pour un peu calmer les choses. Et en fait, je pense que ce passage-là, il est pour nous mettre en avant que Belisarius Cawl, lui, il a conscience peut-être de l'absurdité des choses, et que certaines portes ne doivent pas être ouvertes, quitte à mourir. Il ne faut pas déclencher ces catastrophes-là. Alors bien sûr, cette escalade de la violence, elle est vue aussi avec Imhotep, et elle est vue aussi avec Zarek. Alors Imhotep, lui, c'est le seul qui va décider de ne pas utiliser, de ne pas recourir à cette escalade de technologie, parce qu'il préfère se retirer, voir un petit peu ce qui se passe de loin, parce qu'il voit aussi les dommages collatéraux que ça peut occasionner, et à certains endroits, quand il y a des armes qui sont trop puissantes, se dit simplement on part en retrait, peu importe les territoires, on pourra toujours les reprendre un peu plus tard, s'ils existent encore, s'ils n'ont pas été complètement annihilés. Et puis d'autres endroits, par contre, là on peut se renforcer, et puis créer comme ça des zones un petit peu de résistance. Zarek, lui, au contraire, il voit en fait que autour de lui, dans sa cour royale, certains commencent à douter en fait, et ils se disent, est-ce que le roi est toujours capable d'imposer sa volonté? Les humains opposent une résistance qui, même en utilisant des armes incroyables, interdites, déshonorantes, sont toujours là en fait, et causent de gros dégâts au Necron. Donc Zarek se dit, il faut que je marque un grand coup, donc on va annihiler l'humanité en personne. Donc, alors, c'est assez amusant, parce qu'il se dit là, il faut que j'aille attaquer en personne, mais en fait, il n'y va pas directement, et il envoie justement un de ses meilleurs généraux pour annihiler l'humanité, au risque de perdre contre Imhotep. Il se dit, on va vraiment centraliser l'effort de guerre, au lieu de se battre et sur le front contre Imhotep, et sur le front contre l'humanité, on va concentrer tous ses efforts sur l'humanité. Ce sera toujours temps après de régler le cas d'Imhotep, et puis il a besoin en fait de cette victoire, moralement, et puis aussi politiquement, pour imposer en fait sa volonté à tous ceux qui, justement, encore une fois, sont des tétrarques qui hésitent un petit peu entre Imhotep et Zarek. Donc l'édit est donné, il faut annihiler, quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les conséquences, l'humanité très rapidement. Et voilà, je m'arrête là parce qu'il reste très peu de pages, et que du coup, j'ai envie de vous révéler la suite dans la prochaine vidéo, et qu'elle va amener pas mal de discussions. D'ailleurs, dans cette partie-là, il y a vraiment des choses à retenir. C'est le côté surenchère qu'il y a vraiment au niveau technologique. Alors, je vous ai fait l'impasse sur tout ce qui peut être utilisé. On nous cite par exemple des échardes de Cthâne qui sont lancées à foison. Donc, il y a
un émetteur qui va lancer 10 échards d'octane au même endroit, ce qui est très dangereux pour les Necrons parce qu'en fait, ils peuvent se réunir et puis retrouver peut-être un peu la force d'antan d'hectane, parce que vous savez, les échardes, simplement des petits morceaux de la puissance d'hectane, et là, en mettre 10 au même endroit, et bien peut-être qu'elles peuvent se refusionner et acquérir une bonne fraction de la puissance d'un ctane complet pour pouvoir justement ne plus être emprisonné par les Necrons. Donc c'est vraiment des extrémités qui sont même étonnantes, hein, et du point de vue d'Imhotech, on se rend compte que lui aussi voit que les choses vont vraiment très très loin. Donc il y a cette première chose-là. Après, bah, bien sûr, une fois qu'on a vu Vashtor, Vashtor, vous savez, c'est le demi-dieu de l'enchevêtrement logique des machinations. Donc on voit bien que son empreinte est très présente. On peut se dire que, eh bien, vous savez, Vashtor, en fait, sa façon d'utiliser en fait son pouvoir, c'est l'hyperlogique de se dire, bon voilà, telle conséquence, telle action, donc j'influe un petit peu à cet endroit-là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans Warhammer 40 000. Et là, lui, Vashtor, c'est vraiment le demi-dieu de ces machinations-là. Donc on voit bien que tous les magos qui ont sorti leur petit joker, leur petit joujou technologique interdit pour l'emmener dans cette zone-là, il y a comme une sorte de machination de toile d'araignée qui est en train de se créer autour d'eux, et que ça se passe aussi avec les Necrons. Les Necrons, eux aussi, utilisent des armes qu'ils ne pensaient pas utiliser. Voilà, donc ça c'est bon, là hein, on voit clairement les choses se dessiner. Après, chose aussi qui est assez importante, c'est cette alliance peut-être qu'il peut y avoir entre Draxus et Imhotech contre justement les forces de Zarek. Donc est-ce que ça peut faire pencher la balance? Est-ce qu'on peut se retrouver avec le roi silencieux qui était revenu un petit peu en mode bah, il ne va pas y avoir aucun souci, hein, je vais revenir, ils vont tous de nouveau, de nouveau me révérer. Bah, il se rend compte que Imhotech a pris vraiment beaucoup de pouvoir, peut-être qu'il aurait dû revenir un peu plus tôt, et peut-être qu'il n'aurait pas dû détruire ces protocoles de commandement, les protocoles de commandement qui permettaient à Zarek d'avoir une aura de commandement qui ne peut pas être égalée parce qu'elle est encodée dans les Necrons. Donc même Imhotech en fait était obligé d'obéir à Zarek. Là, ce n'est plus le cas. Peut-être que ça va créer vraiment des problèmes. Voilà. Donc, on est sur un passage qui est quand même assez intéressant. La suite, eh bien, ce sera la conclusion. Vous le trouverez dans la prochaine vidéo ou un petit peu en avance pour ceux qui sont sur Tipeee. N'hésitez pas à me suivre sur Tipeee. Je vous rappelle encore que c'est moi, ma façon de gagner mes sous-sous pour vous faire mes vidéos. Et puis, en contrepartie, vous l'avez sans publicité, en avance, avec une version tout petit peu modifiée. Donc, ça peut être plus intéressant pour vous s'il faut une petite carotte comme ça pour m'aider. En tout cas, merci à tous ceux qui likent les commentaires, enfin, qui likent. Alors, vous pouvez liker les commentaires aussi, ça marche bien, mais qui rajoutent aussi leurs commentaires dans la vidéo. Moi, ça me permet des fois de comprendre certaines choses, parce que c'est compliqué vraiment de lire l'ensemble du lore de Warhammer 40 000. Je pense pas que ce soit même possible. Il faut vraiment y consacrer vraiment énormément de temps, se souvenir de tout aussi, etc. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui viennent rajouter des informations. Comme ça permet d'avoir une vidéo la plus complète possible. Voilà. Merci à vous tous encore et à bientôt. Salut, bye.